l'invité de la matinale. KTO Radio. Vous le savez sans doute, le prochain scrutin approche. Dans un mois exactement, le 9 juin, 360 millions d'électeurs issus des 27 États membres de l'Union européenne sont appelés à élire leurs eurodéputés. Quel impact l'UE a-t-elle sur notre vie quotidienne ? Quels sont les enjeux de cette élection ? Notre invité ce matin nous décrypte cela. Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors, un institut que vous avez auparavant dirigé entre 2017 et 2023. Alors, le Parlement est un organe législatif important qui fonctionne en lien avec deux autres institutions, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Pour commencer, rappelez-nous d'abord quel est leur rôle, leur pouvoir. Le Parlement européen, c'est comme son nom l'indique, un vrai parlement, c'est-à-dire c'est un législateur. On pourrait d'ailleurs appeler ces élections du 9 juin les législatives de l'Union européenne. Et donc les députés européens, les 720 députés européens que nous allons élire, vont voter des directives, des règlements qui après ont force de loi à travers l'Union européenne, mais ils les votent pas tout seuls, comme vous le rappelez. Il y a le Conseil, non pas le Conseil de l'Europe, ça c'est autre chose, mais c'est ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne. Ce sont donc les 27 États membres, leurs ministres, qui eux aussi votent ces mêmes lois, ces mêmes directives et règlements. Ce qui veut dire que, si vous voulez, il y a le Parlement européen, c'est la Chambre des citoyens de l'Europe, et le Conseil, c'est la Chambre des États. Et les deux ensemble co-légifèrent pour encadrer et faire des règlements et les directives qui font notre quotidien européen. Et quels sont les domaines de compétences du Parlement européen ? Ils sont nombreux. Quand on est député européen, on travaille sur des sujets variés, que ça va de l'environnement, du climat, des transports, de l'énergie, le droit des consommateurs, la régulation numérique. C'est par exemple, on regarde la législature qui se termine, rien qu'à la dernière session plénière à Strasbourg en mois d'avril. Par exemple, les députés européens se sont prononcés pour une directive sur les cartes européennes du handicap, le stationnement pour les personnes en situation de handicap. Il y avait aussi des règles sur les emballages, les règles sur les déchets d'emballage, un autre sur les infractions routières et les échanges d'informations entre pays pour les infractions routières. Il y a bien sûr la politique agricole commune. Il y a eu récemment aussi une directive importante pour le pacte d'asile-migration, pour le pacte de stabilité qui encadre nos règles budgétaires. Donc quand on est député européen, oui, on a un champ assez vaste. En même temps, ce champ il est quand même circonscrit, bien sûr, par tout ce qui est prévu par les traités européens. Vous n'aurez par exemple pas de directive sur par exemple sur le contenu des manuels scolaires ou sur le programme du bac. Ça reste bien sûr des compétences tout à fait nationales. Donc c'est vraiment en matière économique, sociale, essentiellement commerciale, agricoles, industriels, que les députés européens sont appelés à se prononcer, à voter, à amender, à discuter et à faire la loi européenne. Alors Sébastien Maillard, si vous le voulez bien, abordons les enjeux de ces prochaines élections européennes dans le contexte actuel. Quels sont les enjeux de ces élections ? Les enjeux, ils sont vastes. Il y a d'abord l'enjeu, si on regarde quand se déroule ce scrutin, on est en 2024, c'est la première fois que les élections européennes se déroulent en temps de guerre, ou comme dit le Premier ministre polonais Donald Tusk, en temps de pré-guerre. Là, je pense bien sûr à la guerre en Ukraine et à ses conséquences possibles selon la manière dont ce conflit évolue. Et donc, nous sommes peut-être à un moment où on sent davantage un mouvement des plaques géopolitiques dans le monde, et ça oblige l'Europe à se positionner. Est-ce qu'elle est du côté de la Russie ou foncièrement contre la Russie? Quelle est sa relation avec la Chine, et même quelles relations transatlantiques nous voudrons avec les États-Unis, où une élection présidentielle importante, on sait, se déroule à la fin de l'année. Donc c'est vraiment, je dirais, l'enjeu, c'est comment l'Europe veut se situer par rapport au reste du monde.
jusqu'à maintenant, les enjeux étaient avant tout internes à l'Union européenne, et il reste important, bien sûr, mais c'est aussi davantage le projet européen porte davantage aujourd'hui sur comment l'Europe veut se situer par rapport aux autres puissances du monde, et c'est un peu ça tout l'enjeu. Est-ce qu'on veut se faire être unis pour peser davantage, ou aller chacun avec parce qu'on pense que on n'a pas forcément de position commune à avoir vis-à-vis de ces pays-là, aller en ordre dispersé. Et est-ce qu'il y a aussi un enjeu interne qui ressort en dehors de la guerre en Ukraine? Alors l'enjeu interne, c'est-à-dire que ces élections européennes, elles sont pas complètement européennes au sens où ce sont 27 scrutins nationaux qui se déroulent simultanément pour le Parlement européen, mais chaque pays en fait parfois un enjeu national, un enjeu domestique, que ce qu'on soit d'ailleurs dans l'opposition ou au gouvernement. En Italie, par exemple, Giorgia Meloni en a fait un référendum sur son nom. On voit bien qu'en France, aussi bien l'opposition que Mme Macron, quelque part, en font aussi un enjeu aussi pour la propre force politique du gouvernement. Donc, bien sûr, il y aura des répercussions nationales, et en Belgique, les élections se déroulent en même temps, d'ailleurs, que les élections nationales se déroulent en même temps que les élections européennes. Donc, bien sûr, il y a des répercussions domestiques, politiques internes pour chacun des 27. Et justement, vous anticipez sur une de mes prochaines questions, mais que le débat politique national fasse oublier un peu les compétences réelles de l'Union européenne, est-ce que c'est inexorable? Non, c'est pas inexorable, et d'ailleurs c'est le rôle des institutions et des pouvoirs publics de expliquer à quoi sert le Parlement européen, puisque l'enjeu premier de ces élections, au-delà de leurs répercussions nationales, c'est bien donc d'élire les 720 députés européens, et en l'occurrence 81 pour la France, et ensuite ces députés européens, ils vont investir la Commission européenne. La Commission européenne, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est elle qui propose les directives et règlements qui ensuite sont votés par les députés et le Conseil. Et donc cette commission, elle doit être investie par le Parlement européen. Il y aura à l'automne un vote d'investiture où la future commission se présentera devant l'ensemble des députés et aura ou non leur confiance. Donc c'est tout le premier enjeu, c'est les élections européennes, elles ouvrent tout un nouveau cycle institutionnel qui va dessiner le visage de l'Union européenne pour les 5 années à venir. La mission de l'Institut Jacques Delors, dans lequel vous travaillez, est de produire des analyses et des propositions destinées aux décideurs européens et aux citoyens. Quel regard vous portez à ce titre sur la campagne des européennes actuellement? C'est difficile d'avoir un regard complet sur les 27 campagnes en cours dans l'Union européenne, mais je dirais en France, ça reste, peut-être malheureusement d'un point de vue européen, une campagne très nationale avec des jeux de posture des uns des autres sans véritable débat. Et donc il y a beaucoup de propos interprétés surtout à l'aune des enjeux nationaux. Toute la difficulté, c'est d'européaniser cette campagne et de ne pas en faire simplement un référendum pour ou contre le pouvoir en place. Et sur la mandature qui s'achève, c'est une mandature qui dure 5 ans, quelles sont pour vous les décisions marquantes qui ont été mises en œuvre au sein du Parlement européen? Ce qui a vraiment été marquant au cours de ces 5 dernières années, si on regarde l'ensemble de l'œuvre législative du Parlement européen et je dirais de cette séquence, c'est d'une part le pacte vert, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tous les cas, ça a été le fait que l'Union européenne se destine à décarboner son économie pour ne plus émettre de gaz à effet de serre nocifs au climat d'ici à l'horizon 2050, avec une étape importante en 2030. Le fait qu'ils aient, par exemple, voté la fin des voitures thermiques pour 2035, ça restera dans les annales de cette législature. Je pense aussi au pacte d'asile-migration qui essaye tant bien que mal d'encadrer les règles d'entrée pour que l'asile et la migration en général soient mieux encadrés au niveau européen. Le pacte de stabilité et de croissance aussi qui a été revu pour davantage encadrer et aussi donner des marges de manœuvre aux budgets nationaux pour faire face aux futures dépenses. Et puis aussi sur le plan numérique, des règles importantes. Je pense à ce qu'on appelle le DSA, DMA, donc là
directive pour les services et pour les marchés numériques qui vise à obliger les fournisseurs de contenu à enlever des contenus haineux ou de perte de pornographie ou tout ce qui est illicite en ligne, et aussi à éviter les pratiques anticoncurrentielles que peuvent avoir ces mastodontes du numérique. Donc on voit bien que et je pourrais bien sûr énumérer encore bien d'autres législations, mais Oui. Globalement, il y en a eu beaucoup aussi pour faire face, encore une fois, aux nouveaux pouvoirs que les puissances étrangères, je pense notamment à la Chine, à la Russie et aussi bien sûr aux États-Unis, qui ne jouent pas forcément les mêmes règles du jeu que nous, faire en sorte que nos règles, nos préférences européennes soient respectées. Dites-nous alors, Sébastien Maillard, quels sont les 3 grands dossiers, les 3 grands enjeux de la prochaine législature au Parlement européen? Les 3 grands dossiers qu'on peut voir venir pour la prochaine législature, encore qu'on a vu que le Covid ou la guerre en Ukraine montraient qu'il fallait pas non plus trop se prononcer sur ce qui nous attend, mais les 3 dossiers importants, c'est bien sûr d'abord la défense, l'industrie de la défense, le réarmement. On voit bien que des achats groupés d'équipements militaires, par exemple, peuvent devenir un vrai enjeu européen et donc seront importants pour cette législature. Alors, ça n'implique pas forcément que les députés européens. Au départ, c'est plutôt les États membres, chacun, qui devront se prononcer là-dessus. Mais donc, la défense. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la sécurité économique. C'est tout l'arsenal législatif dont on se dote pour faire face aux puissances, notamment à la concurrence déloyale de la Chine. Alors ça a commencé déjà dans la précédente législature, mais je pense qu'il ira en étant renforcé pour avoir une politique industrielle davantage positionnée en Europe. Et puis la troisième, qui est non des moindres, c'est en fait le problème d'argent, de trouver des nouveaux financements et pour la défense et pour la transition face au changement climatique et la transition numérique, tout ça, et même face au vieillissement démographique, tout ça, ça exige d'énormes besoins de financement. Donc, est-ce qu'on va faire un nouvel emprunt? Est-ce qu'on va créer des nouvelles ressources propres? Est-ce qu'on va étendre le budget européen, y compris aussi en vue de l'élargissement de l'Union européenne? Donc, trouver des nouvelles ressources financières, ce sera sans doute un des défis posés aux futurs députés européens. Terminons cette interview, Sébastien Maillard, en parlant de l'absentéisme. Lors des dernières élections européennes, justement, un électeur français sur 2 n'a pas voté. Pourquoi un tel absentéisme? C'est un phénomène qui n'est pas forcément propre aux élections Oui. européennes aujourd'hui. On a vu d'ailleurs qu'aux législatives en France de 2022, l'abstention a été plus forte encore qu'aux européennes de 2019. Donc, je dirais les députés nationaux ne sont pas forcément mieux élus que les députés européens aujourd'hui. C'est un phénomène, c'est un enjeu de participation important d'ailleurs pour le prochain scrutin, puisque en 2019, il y avait quand même eu 8 points de progrès dans une remontée de la participation par rapport à 2014, où là on est tombé le plus bas. Il faudra voir en 2024 si on arrive à garder un niveau de participation supérieur, mais c'est vrai qu'il y a une désaffection, ça participe plus globalement à une défiance vis-à-vis des institutions qui n'est pas seulement propre à l'Union européenne, mais donc à laquelle celle-ci n'échappe pas. Merci beaucoup Sébastien Maillard de nous avoir éclairé et d'avoir éclairé les auditeurs sur les enjeux de ce scrutin des élections européennes qui, je le rappelle, sont dans pile un mois, le 9 juin prochain en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Bonne journée à vous, bonne continuation. Merci à vous.